3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Andrew Etherington est avec nous, le responsable de la gestion diversifiée d'AXA IM, intégré désormais au groupe BNP Paribas. Bonsoir Andrew. Merci d'être là. Pierre Bismuth nous accompagne également, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Et Pierre-Olivier Béfi est avec nous, gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Comment est-ce que vous avez analysé, messieurs, ce mois de novembre, Pierre-Olivier, qui est peut-être un des mois les plus volatiles de cette année 2025, hors mois d'avril et Liberation Day? Est-ce que c'est un simple rééquilibrage des risques, un simple repricing des risques, après effectivement des mois de septembre et d'octobre qui ont été très favorables à la prise de risque? Ou est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des changements plus profonds dans la dynamique des marchés à ce stade? Disons que si on commence par les statistiques de baseball, on va dire que on est à peu près, je crois, à 7 mois d'affilée sans même aucune précisément baisse, 7 mois d'affilée de hausse. Donc je crois que le record depuis 2008, c'est à peu près 10. Donc on est un peu dans la fourchette haute, donc il y a un peu d'inquiétude. Moi, je pense que c'est surtout il y a eu pas mal d'allers-retours quand même sur le pricing de la Fed. Donc c'est sans doute ça qui a généré aussi un peu de volatilité. Les gens se sont dit ils vont peut-être pas le faire, etc. Puis finalement ils vont quand même le faire. Ça a été un point central quand même, vous dites, de ce mois de Moi novembre. je pense que d'un point de vue macro, en tout cas sur les marchés américains surtout, je pense que c'était très important. Après sur la fin, moi je pense que là ce qui inquiète un peu plus si on parle des inquiétudes et le fait que ça soit c'est un mot positif, mais enfin. De peu. Le fil, quand même, on va dire ça comme ça, quoi. Ce qui inquiète un peu, c'est plutôt le fait que les cryptos, il y a quand même un effondrement de la valorisation des bitcoins, par exemple, ou de certains cryptos. Et ça, c'est quand même important pour le sentiment du retail américain. Cette année, je regardais, c'est à peu près 40% du flux sur les marchés actions américains. Donc le retail est devenu quand même un élément extrêmement important, surtout, comme on dit, pour acheter les points bas, entre guillemets, quand on les identifie bien. Et donc là, la semaine dernière, ils ont pas mal racheté à nouveau sur le marché actions. Le problème, c'est que donc le Bitcoin avait commencé à remonter, puis là, il est recommencé à redescendre. Voilà. Donc je pense qu'il faut un peu que les cryptos aussi commencent à se stabiliser un peu pour que peut-être le sentiment du retail revienne un peu plus fortement, je dirais. Parce que là, je pense qu'il y a quelques particuliers américains qui ont un peu chaud là. Enfin, le crack crypto, il date du 10 octobre. C'est ça, c'est la journée du 10 octobre, fin de semaine, un vendredi. Trump relance contre la Chine avec un niveau de menace supérieur. Et donc, les seuls marchés à peu près liquides à ce moment-là sont les marchés crypto. Et donc, c'est un crash. J'ai vu que dans la sphère crypto, on a comparé ça au crack de 1929, par exemple, sur les actions. C'était leur moment, 1929. Bon, on y est pas mais encore. intéressant. On a vu quand même une forme d'appétit pour le risque revenir ensuite, notamment à travers la tech américaine, par exemple, qui s'est bien comportée depuis. Mais effectivement, c'est un segment de marché où on n'a pas revu de sommet depuis le 10 octobre. Oui, puis là, on a quand même bien baissé. On était à 125 000. On a moins de 85 000 au moment où on se parle sur Bitcoin. Et je pense que... Et ça a des ramifications pour les restes des actifs américains notamment. Il peut y en avoir parce que... Alors moi, ce que je regarde, quand je regarde le consensus, c'est tous les brokers sur tout ce qui est crypto, les concurrents aussi un peu sur ces segments, c'est que 80 000, c'est un gros seuil psychologique quand même. Et puis, au-delà d'un seuil psychologique, en dessous de 80 000, il faut pas oublier qu'il y a énormément de boîtes crypto qui sont très, très leveragées. Et donc, il y a un moment où ils ne peuvent pas accumuler des baisses trop fortes en crypto. Vous parlez des boîtes crypto treasury companies? Voilà, exactement. Donc, l'objectif est d'accumuler du Bitcoin en treasuries. Alors, eux, c'est stablecoin, mais il y a aussi plein de... Non, les Bitcoin Treasuries Company. Oui, celles qui accumulent du Bitcoin en trésorerie, dont le seul objet est d'accumuler du Bitcoin, MicroStrategy. Oui, voilà, MicroStrategy, etc. On s'est mal compris. Je t'ai mal compris. Donc, sous 80 000, il y a quand même aussi un seuil de pression pour ces entreprises-là. Oui, et comme on n'est pas loin, en fait, ça commence à se poser des questions. Voilà. Et puis, il peut y avoir un effet accélérateur où ces entreprises sont obligées de vendre. Et là, ça serait un peu mauvais. Voilà. On passerait aussi en dessous des points morts du retail, qui a quand même beaucoup acheté les cryptos depuis plusieurs années. Donc... Mais vu la part du retail dans les achats américains d'actions, vous dites ce qui se passe dans le compartiment crypto, c'est un signal qu'il faut prendre au sérieux. Oui, parce que si vous êtes un investisseur particulier, mais vous commencez à perdre beaucoup d'argent sur une partie de vos portefeuilles, vous êtes moins sécure sur l'autre partie, on va dire ça comme ça. Donc, il peut y avoir aussi... c'est-à-dire qu'on peut vous avoir dit, oui, il fallait acheter le dip sur les bitcoins, sur le bitcoin, il faut l'avoir acheté, puis vous l'acheter, puis finalement vous êtes pris un contre-pied. Un bon contre-pied, on va dire ça comme ça, et donc vous commencez à vous dire, oui, mais il faut quand même que je fasse attention de ne pas faire la même chose sur les actions. Et sur les actions, il y a aussi quelques questions. Voilà, moi je reste assez positif, notamment sur le tournant de l'année, etc. Mais il y a des vraies questions pour l'année prochaine.
Bon, Pierre, Mais c'est les par les enseignements... Oui, non mais il y a un peu de temps, vous inquiétez pas. Non mais les enseignements du mois de novembre, cet épisode de volatilité, et encore une fois, je reviens à la question initiale, est-ce que c'est juste un rééquilibrage des risques après des mois très favorables, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond peut-être qui est en train de changer dans les marchés ? En tout cas, il y a quelque chose qui a véritablement changé, c'est la vol sur les taux. Ça, c'est vachement intéressant parce que on avait une vol très très forte sur les taux et là, c'est quasiment plus le cas. On est très très encadré sur les rendements, en tout cas à 10 ans. Et la partie courbe de la courbe... Hors Japon. Ouais, hors Japon. On peut mettre le Japon de côté. Hors Japon. Mais Oui. on regarde... On peut en dire un mot. Voilà, on Allez-y, regarde essentiellement les taux européens et américains. Et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de vols là-dessus. La partie courbe de la courbe... En fait, elle est vraiment dépendante de l'action de la Fed, plus vraiment de la BCE, parce que on sait tous que, en fait, entre 2 et 1,5, ça va pas changer grand-chose. La Fed, c'est plus le rythme, en réalité, qui influe sur la psychologie des marchés que la réelle baisse des taux. Est-ce que c'est en décembre ou en janvier ? Je pense que c'est vraiment pas important économiquement. Et ce contrôle, finalement, du taux réel, est-ce qu'on est plutôt à 0 ou plutôt à moins 0,5 ? Donc ça, on a la partie taux. Et en revanche, sur les actions, on a retrouvé beaucoup de volatilité et, ce qui est rigolo, une sorte de machine à laver intra-secteur, notamment de l'IA. On a vu que Nvidia avait perdu 10%, alors que Google, j'ai vérifié, puisque j'ai fait le mode gestion du mois, Google, depuis le 30 juin, a pris 80%. Ah, Et oui, ça a quasiment doublé depuis le 30 juin. 80% de performance depuis le 30 juin. Et en fait, on l'a pas du tout vu venir. On s'est C'est le réveil de la belle endormie, quoi. Exactement. Ah ouais. Et en fait, ça, moi, j'aime beaucoup parce que ça valide finalement la thèse de la tech américaine. Et donc, toutes les peurs que Nvidia cristallise, en réalité, il y a tellement de relais qu'on arrive à avoir une rotation intrasectorielle au sein des Max 7. C'est quand même pas... Les peurs qu'on a sur Nvidia, c'est aussi l'autre côté de l'enthousiasme qu'on redécouvre pour Alphabet Google, quoi. C'est quand même incroyable. Et franchement, ce marché, et on en parlait hors antenne, franchement, il faut vraiment pas être intelligent. Non, mais vraiment, hein, ça, s'il y a bien un enseignement de cette année, c'est que le momentum, enfin, depuis 2021, si on n'est pas momentum, on loupe des tendances qui sont... ultra courte et ultra violente, parce que c'est vrai que 80% sur Google, c'est... Et ce que j'ai bien aimé également sur ce mois de novembre, qui était effectivement très volatile, c'est qu'on a un vrai sourire dans les courbes. C'est-à-dire qu'on va chercher du moins 5 pendant le mois, et on finit finalement positif sur le CAC, sur l'Eurostoxx, sur le S&P. On est légèrement négatif sur le Nasdaq. Et finalement, on a quand même une validation de la robustesse du marché, alors que les nouvelles étaient quand même assez défavorables. Beaucoup de peur sur l'intelligence artificielle, avec des interrogations en fait, qui font surface comme ça sur un titre particulier. Ça, pourquoi pas. Mais en revanche, des nouvelles géopolitiques qui sont assez lourdes, malgré la volonté de résolution de la crise russo-ukrainienne par Donald Trump. Donc on va voir en 2026. Hein. Mais on a enfin trouvé des risques pour 2026, alors qu'on n'en voyait pas chez Myria. Et on est assez content d'avoir un scénario finalement plus pondéré sur les risques à la baisse, même si on reste assez constructif sur les marchés. Ouais, d'accord. Bon. Et alors, les risques à la baisse, là, vous les voyez. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette partie-là de la balance ? Alors, plus avéré, par exemple, on a vraiment une résurgence du conflit potentiel. Enfin, est-ce que c'est un conflit ? On ne sait pas trop, mais la réintégration de Taïwan dans la Chine. On commence à en parler et en fait, on voit bien que les forces en présence sont complètement cristallisées par le conflit russo-ukrainien. Et ça, la résolution ou non de ce conflit va nous donner une certaine indication sur finalement le changement de conflit potentiel en 2020. Mais oui, parce qu'on a vu Japon, Chine autour de Taïwan, on a vu Xi Jinping appeler visiblement Donald Trump pour rappeler la doctrine chinoise vis-à-vis de Taïwan. Vous dites que ça peut être un sujet 2026. Mais ça peut être un sujet à la fois négatif ou positif, parce que en fait, on peut avoir une résolution, enfin en tout cas, une tension géopolitique, mais avec une grosse pression diplomatique bien plus que guerrière. Et ça, c'est plutôt... Négatif ? Non, mais plutôt notre vision, plutôt sur la diplomatie. Oui. Et
cet effort diplomatique peut créer de la volatilité, mais aussi un risque plutôt positif, sans vouloir être cynique, encore une fois, nous parlons finance. Si on reste dans la sphère diplomatique au sujet de Taïwan. Les enseignements du mois de novembre, je reviens à cette question avec vous, Andrew, et puis effectivement, ce que ça nous apprend de la suite pour les marchés. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis le mois de novembre. Était un marché qui était un peu exténué. Il y avait du positionnement qui était très fort côté systématique. Donc, dès qu'on a eu un peu de volatilité qui est revenu de la décision de la Fed décembre ou janvier, franchement, quelle différence. Mais vraiment pas grand-chose. Ça a déstabilisé quelques indicateurs. Le move, il est reparti à la hausse. Il est revenu maintenant là où on a commencé. Pas de mal. Je vois rien qui ait changé, qui est fondamentalement inquiétant par rapport au scénario que nous avons, qui est très constructif. On est positionné de manière plutôt très positive sur les actions, avec un peu plus de diversification en dehors des États-Unis, vers le tech en Chine, vers l'Europe. Mais les questions sur le crypto, je suis dans un univers institutionnel. Je crois qu'il y a à peu près 0,4% d'actifs institutionnels qui sont investis en crypto parce que ce n'est pas un actif. C'est autre chose. C'est important pour le sentiment du retail, du retail américain qui sont très investis. Ouais. Ça, c'est sûr. Et qu'au mois de novembre, ils n'étaient pas présents sur le marché des actions. Ils étaient focalisés ailleurs. Donc, la question de sentiment est importante. Mais derrière tout cela, la plupart de la gestion institutionnelle est sous-pondérée par rapport à leur cible d'exposition aux actions et ils n'ont pas vraiment passé au-dessus de point neutre depuis juin, avril. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de raisons pour être plutôt confiant et que c'est sain qui vient de se passer. Ouais. Le marché on n'avait plus d'acheteurs systématiques, ça c'est normal, et les institutionnels n'ont pas vraiment joué les marchés cette année. Ce que tu as dit, Pierre, c'est qu'il ne fallait pas être intelligent, il fallait juste suivre, rester investi, suivre le momentum, qui a pris une énorme claque pendant 3 semaines, qui a baissé d'une manière très violente. Pour moi, ça refait une base saine, positive, parce que par ailleurs, sur le macro, je ne suis pas trop inquiet, on a une banque centrale aux États-Unis qui va baisser les taux et nomination d'un nouveau président, le chair ou quoi. Je ne sais pas qui ça va être, mais c'est sûr que ça va être quelqu'un avec une attitude très positive, soi-disant, et qui va être très présent. Ce qui va comporter, ce qui va inspirer, je crois que les marchés, les investisseurs particuliers aussi, d'être confiants que c'est parti, c'est reparti pour un tour. Combien de temps, je ne sais pas. Mais plutôt pour le début de l'année, on restera positif. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre un petit peu de bénéfice de temps en temps. Mais non, ça... oui, ça va. Sur la Fed, qu'est-ce que vous dites, effectivement? Vous dites qu'elle baisse en décembre ou en janvier, finalement, c'est pas si grave de décaler d'un mois le calendrier. Baisser en décembre, ça permet quand même aussi à la Réserve fédérale américaine de se montrer consistante, cohérente, par rapport d'être capable d'aligner 3 baisses de taux par rapport à un discours que tenait un Jérôme Powell en août, par exemple, de se dire qu'une banque centrale comme la Fed est capable de regarder à horizon 3 mois en se disant, si j'enclenche une baisse en septembre, je suis capable de tenir quand même mes baisses de taux au moins jusqu'en décembre. Pas des chiffres publics, ce qu'on a reçu du privé, et effectivement, dans l'aspect qu'il n'y a pas de crash sur le marché de travail aux États-Unis, c'est un souci qu'il faut être adressé par des baisses des taux assurantiels, et très bien. Après ça, premier, deuxième trimestre, on verra dans quel état l'économie américaine se présentera. Pour l'instant, c'est toujours pas, la partie riche reste riche et marche très bien, et malheureusement pour le reste, ils ont des difficultés et ils ont besoin, les petites entreprises, les ménages, le marché immobilier a besoin d'un petit coup de pouce. Un peu comme en Europe. C'est le cas du bas, c'est le K-shaped economy, c'est le cas du bas qu'on a besoin de soutenir un petit peu par rapport au cas du haut, qui est celui de l'IA et du CAPEX autour de l'IA. Bon, on verra ce que fait la Fed la semaine prochaine.
Ça a beaucoup changé au cours du mois de novembre. Là, visiblement, on est reparti. Enfin, le marché est reparti dans l'idée qu'il y avait plus que la place pour baisser de 25 points de base. Dans des jours, on a eu des mouvements de 5% de probabilité sur le baisse. Donc, je crois que c'était un peu exagéré par rapport aux probabilités. Et sur l'arrivée possible d'un Kevin Hassett comme remplaçant de Jérôme Powell, qu'est-ce que ça impliquerait pour le marché, ça? Dans un premier temps, ça devrait être un soutien important. D'accord. Dans un premier temps. D'accord. Après, je sais pas. Je réfère à mes économistes qui ont une vision beaucoup plus approfondie sur la personnalité et les objectifs de M. Hassett. Ouais. Enfin, on en est à compter quand même les voix du board. Alors, Jérôme Powell a peut-être aussi levé un peu le stylo parce que sa fin est proche, entre guillemets, et qu'il veut peut-être avoir moins d'impact aussi sur les débats. J'en sais rien. Mais en tout cas, chaque voix compte désormais au sein du FOMC, Pierre-Olivier. Bon, enfin, tu connais ma vue sur Powell, donc je vais pas en rajouter. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on va changer. Un des moins bons chairs de voilà, exactement. la Fed. Mais bon, je vous trouve toujours un peu dur. Mais... Ouais, mais bon, il en faut un peu de dureté dans ce monde de temps en temps. Mais, le monde des banques centrales est trop doux. Là où je suis d'accord avec Andrew, c'est qu'on va passer d'un chairman qui était dovish le mardi et hawkish le jeudi. Il a fait 3 fois son fusil d'épaule, il a changé 3 fois dans son mandat. Là, on sera qu'il sera dovish le lundi, le mardi, le mercredi. Enfin voilà, donc on sait qui est-ce qu'on va à peu près avoir. Ouais. Donc ça, je pense que c'est vrai que dans un premier temps, sur la nouvelle, je pense que c'est plutôt bien. Après, moi, j'ai un petit problème. Alors là, on se projette un peu, mais si on fait le scénario de l'année, je me demande si le sell in May sera pas un vrai sell in May avec l'obligataire, etc. Parce qu'en fait, ce nouveau chairman va faire son premier meeting en mai. Pourquoi ? Voilà, c'est ça. J'allais dire, c'est l'IMES, c'est la fameuse saisonnalité des marchés, et ça coïncide avec l'arrivée du nouveau chairman qui remplacera Jérôme Powell en tant que président du FOMC. Voilà. Mais moi, après, ça dépend un peu du scénario de chacun. Mais moi, je pense que quand même, Donald Trump, il est quand même parti pour vouloir faire réaccélérer l'économie américaine tant qu'il peut. Il va faire des chèques de tous les côtés, aux ménages, etc. D'ailleurs, je pense que un des points où il y a peut-être trop de pessimisme aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de concentration sur le fait que l'économie américaine ou que l'économie asiatique, enfin tout ça va être tiré par le capex de l'IA, les chiffres sont fantastiques, mais enfin ça tout le monde le sait, je veux dire, c'est déjà dans les marchés pour moi. La vraie surprise, c'est plutôt que le consommateur qui s'est pas très bien comporté cette année aille un peu mieux. Voilà. Donc je pense que on va avoir une situation où dans les prochains mois, une fois qu'on aura le prochain président annoncé, on va trouver tout et n'importe quoi comme argument. Comme prétexte. Oui, on va trouver que le chômage des jeunes diplômés américains des études supérieures est en train de monter à 10%, c'est un scandale, etc. Enfin voilà, on trouve toujours, à un moment, c'était les minorités, etc. Enfin bref, on va trouver des excuses et puis il va y avoir un discours alimenté. Donc ça, je pense que ça a poussé les marchés à se dire, voilà, oui, les baisses de taux qui sont pricées pour l'année prochaine vont s'ancrer, peut-être même un peu s'amplifier. Mais si l'économie américaine a bien réaccéléré au premier trimestre et qu'on arrive au mois de mai avec un nouveau chairman qui est très dovish, je pense qu'il aura peut-être moins la place pour être dovish, simplement parce que le marché, enfin l'économie américaine se portera peut-être beaucoup mieux que ce qu'on pense. Alors, c'est des plans sur la comète. C'est peut-être Powell qui fera plus de baisse de taux que son successeur, d'une certaine manière. Il y a un côté un peu tactique pour Powell de baisser les taux aussi en décembre. Comme ça, au moins, c'est fait. Voilà. Après, il va avoir 3 rapports emploi d'ici le mois de janvier. Donc, il va attendre de voir ce qui se passe, s'il veut vraiment remettre un coup et que les données sont vraiment mauvaises. Moi, je les trouve plutôt mixtes, les données. Je trouve qu'il n'y a rien qui est catastrophique. Il y a rien. C'est pas non plus flamboyant, mais bon, voilà. Sur l'inflation, c'est un peu pareil. C'est pas, l'inflation, elle s'est arrêtée de baisser, mais enfin... Et d'où le fait qu'on ait des dissensions de part et d'autre du consensus au sein de la Fed aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Et voilà, bon, juste ce que je veux dire, c'est que du coup, ça sera peut-être... il faut peut-être acheter la rumeur, le temps qu'on va faire des annonces, Hassett ou mais intéressant, peut-être qu'un Kevin Hassett arrivant au mois de mai n'aura pas la situation la plus évidente pour continuer de baisser les taux si ça a déjà été fait entre-temps. Et surtout si c'est bien pricé dans les marchés. Ah ouais. Bon, sur la Fed, changement de président de la Réserve fédérale américaine, visiblement c'est quand même un moment important et on ne s'inscrit pas forcément dans une continuité par rapport à Powell, qui a néanmoins, rappelons-le, été nommé par Donald Trump lui-même lors de son premier mandat. Oui, moi je suis toujours un peu dubitatif sur les hawkish et les dovish. Non mais c'est vrai, parce que j'ai l'impression quand même que la Réserve fédérale, elle fait ce qu'elle a à faire globalement en fonction de l'économie. Et pour moi, je pense que vraiment, c'est le pilotage du taux réel qui est vraiment hyper important. Et donc, à quel niveau ils vont le mettre pour faire en sorte que l'économie tourne, alors à plein régime ou pas. Évidemment, compte tenu des élections de mi-mandat fin d'année,
le président a plutôt intérêt à ce que l'économie tourne à plein régime et envoyer effectivement les chèques au plus vite pour qu'il récupère sa base électorale. Mais je pense pas du tout que la Fed perde, quel que soit le président, de la crédibilité sur les marchés. Donc, on peut jouer à se faire peur, mais je pense que... Même un nouveau président endossé par Trump, avec toute la puissance qu'un Trump peut mettre, effectivement, pour endosser quelqu'un, vous dites, il aura quand même tout intérêt à garder une forme de crédibilité, malgré tout. Moi, j'ai tendance à dire que le vrai arbitre, c'est les marchés. Et franchement, quand les marchés ne sont pas contents, on l'a vu avec Liberation Day, on a vu la force de rappel des marchés. C'est tout de suite 3 pas en arrière, quoi. Voilà. Donc, je pense que je ne vois pas quel serait l'intérêt des États-Unis de décrédibiliser le dollar alors qu'ils sont en pleine compétition avec la Chine notamment et ils veulent garder l'hégémonie sur le dollar. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir quel pourrait être le mouvement de court terme qui mettrait en cause la crédibilité à très long terme de la Réserve fédérale. C'est pour ça que je suis toujours un peu dubitatif sur est-ce qu'il est au quiche ou est-ce qu'il est dovish. Bon, et sur les baisses de taux de la Fed et leur impact sur le reste de la courbe, on voit un 10 ans américain qui est revenu autour de 4% là, au cours du mois de novembre. Ça remonte un petit peu. 4%, c'est un plancher ferme et solide. Passer en dessous de 4%, ça veut dire que le monde a changé ou que la situation macroéconomique a changé? Ou est-ce qu'on peut imaginer des taux longs américains encore plus bas avec une continuité du cycle économique, quoi? Moi, j'ai tendance à penser que le taux américain, de long terme, il doit afficher une certaine pente par rapport au court terme. Donc, je pense qu'il doit être en moyenne 100 BP au-dessus du court terme. Donc, si on vise à un taux cible à 3% pour la Réserve fédérale américaine dans le courant de 2026, un niveau de 4% me semble être un minimum. Si on casse ce 4%, là, je pense que les élections de mi-mandat, il pourrait y avoir vraiment un problème, notamment sur la vigueur de l'économie américaine. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à voir comment la Fed pourrait être plus accommodante ou plus restrictive que ce dont a besoin l'économie réelle. D'accord. Elle essaiera d'être juste là où il faut, quoi. Bon. Petite parenthèse sur ce qui se passe au Japon, Andrew, si le sujet vous intéresse, un peu, beaucoup, pas du tout, j'en sais rien, ça normalise, c'est très bien, d'accord. Graduellement. D'accord, on normalise quoi 30 ans de déflation, c'est ça donc? Oui, ils ont une inflation qui est tout à fait honorable pour leur économie actuellement. Donc c'est leur partie, surtout la partie 10 ans de leur courbe qui n'a aucun sens d'être à ce niveau-là. Il faut que ça remonte. Il y a de la place encore pour que les taux longs japonais montent. Et c'est vrai que j'ai tendance à croire depuis longtemps que c'est l'ancrage des taux globaux. Oui. Ils ont quand même une épargne absolument colossale. Mais je suis assez confiant qu'il reste un peu de place pour que ça ne devienne pas un problème pour les actifs risqués. Que les taux peuvent remonter d'une trentaine, d'une cinquantaine de BP, même pour les US, ça ne me fait pas trop peur. Donc, il y a de la place pour que ça remonte. S'il y avait... mais on a un gouvernement qui ne veut pas. Donc, il y a un petit prix à payer, je crois que... Là, pour le coup, on a un désalignement entre le gouverneur de la Banque du Japon et la nouvelle première ministre. Sous le dernier gouvernement, je crois. Ouais. Mais bon, on verra. Il n'y a pas de... Il y a rien de mal à voir que la courbe se repentifier et que l'épargne soit rémunérée correctement. Et vous dites, le marché, les autorités monétaires japonaises ont intégré effectivement l'aspect un peu systémique de ces hausses de taux du Japon. Il y avait eu cet épisode de volatilité au cœur de l'été 2024 qui avait quand même pris un peu tout le monde de court. Oui, c'était une jolie surprise. C'était une jolie surprise. Ça avait été assez vite refermé, mais c'est une alerte qui a servi, Andrew. Cette alerte de l'été 2024, elle a servi et elle guide, enfin, elle fait partie aussi des critères qui déterminent la politique monétaire du Japon aujourd'hui. Depuis une bonne quinzaine d'années, voire plus, on est piloté par les banques centrales d'avoir les surprises. Il y a certains qui n'ont jamais vécu ça. Cette incertitude est importante pour l'allocation de risque. On est arrivé à un moment où tout était piloté et guidé, télégraphé par nos banques centrales, et puis d'un coup, qui change un petit peu de mouvement de communication, ça met tout le monde
Ah mal, donc il faut s'habituer. Et cette normalisation, aujourd'hui les taux réels aux États-Unis sont largement inférieurs à ce qui était pratiqué avant le GFC. Avec la grande crise financière. Avant la grande crise financière. Et aujourd'hui, vu les niveaux de croissance, d'inflation, qui ne baisse plus, qui est encore à 1% du cible, depuis 3 ans, ça n'a pas de sens que les taux ne devraient pas remonter un petit peu. Mais ils ne vont pas faire mal aux actifs. Ouais, je comprends. Ça, je sais pas de... Mais il y a un moment, évidemment, une 50aine de BP, on peut supporter. Par un point pour l'instant. Bon, sur les taux japonais, je sais pas, Pierre-Olivier, c'est un... Non, mais on doit dire déjà pas mal de choses. Oui. Non, mais sur les taux japonais, moi, je pense que le Japon, ils sont sortis de la déflation. Voilà. Maintenant, sortir des marchés financiers de déflation, ça leur prendra du temps. Voilà. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est simplement que ça se fasse assez graduellement. Il y a quand même trop d'acteurs qui sont exposés. On parlait des taux réels là, mais pour le coup, ça peut leur faire très très mal. Il ne faut pas oublier qu'il y a une dette publique qui est énorme. Les entreprises sont plutôt pas beaucoup de dettes, mais bon, il y en a quand même un peu aussi dans l'immobilier. Voilà, donc bon, du coup, tout ça fait que il faut aussi laisser le temps au temps. Voilà, mais je pense que si ça se fait graduellement, qu'il n'y a pas de gros choc. Voilà, je pense que ce qui peut, par rapport à ce que dit Andrew, ce qui peut vraiment casser les marchés, c'est vraiment s'il y avait un choc violent. Par exemple, qu'on voyait les taux monter très très violemment d'un coup, parce que là, on parle de zéro. Alors quand on voit 20 points de base, on dit oh là là, c'est la folie. Ils sont montés énormément. Voilà, donc bon, je pense que c'est vraiment le rythme qui compte. Voilà. Question bête, tout ça se fera avec la bénédiction de l'administration américaine, du Trésor américain. On sait qu'ils ont régulièrement mis la pression justement pour que la Banque du Japon monte ses taux, ou en tout cas pour que les autorités japonaises permettent au yen de se renchérir un petit peu. Le yen qui vient quand même de glisser pas mal ces derniers mois pour revenir assez proche de niveaux sur lesquels la Banque du Japon et le ministère des Finances étaient intervenus justement il y a quelques temps. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que c'est moins les taux qu'en effet le change qui gêne les Américains. Voilà. Après, bon, le Japon, franchement, ils ont une stratégie économique sur le change qui est fantastique. Je pense que Trump, il serait dans la situation du yen. Lui, il signerait tout de suite. Il dirait, mais moi, je veux ça on pourra reproduire aux États-Unis. Voilà. Non, mais il faut voir l'avantage compétitif qu'ils ont gagné. Je sais pas, quand je vois aussi les chiffres sur le tourisme, c'est le Japon, mais c'est impressionnant. Enfin, voilà, ça c'est un peu pour l'anecdote. Mais donc voilà. Donc là, je pense que c'est plutôt bien ce qu'ils font au Japon. Après, en effet, pour l'année prochaine, je pense une des grosses questions où je trouve qu'il y a aussi beaucoup de dispersion dans les attentes, c'est vraiment ce que va faire le dollar. Et je pense qu'un dollar qui se renforce, ça sera peut-être un vent contraire à une très très bonne année, je dirais, sur les actifs risqués. Voilà. Au contraire, un dollar qui baisse, ça sera sans doute plus favorable. C'est une question très importante pour les émergents aussi. Parce que les émergents, il y a quand même un consensus. Ça s'est très bien passé cette année. Il y a eu un consensus très positif et ça a bien marché. Mais typiquement, le carry aujourd'hui, les stratégies de carry dans les émergents, les métriques sortent toujours très très bien, mais plus parce que les taux sont très élevés, mais parce que la vol est très basse. Ça veut dire qu'au moindre choc de vol, les stratégies de carry vont être très défavorables aux émergents. C'est aussi des pays qui ont beaucoup coupé les taux dans les 24 derniers mois. Bien sûr. Exception faite du Brésil, voilà, qui est dans l'autre sens. Mais voilà, on est plutôt à la fin de la baisse. Donc il y a aussi des thématiques comme ça qui vont jouer. Quand on parlait par exemple des actions hors je sais plus si c'est Pierre ou si Andrew qui en parlait, hors États-Unis. Moi, je reste un peu là-dedans. Paradoxalement, j'irais un peu plus sur l'Europe pour une fois, parce que je trouve que sur l'Europe, il y a un peu plus de réticence. J'en crois plus au stimulus allemand. Moi, je pense qu'il n'y a pas que le stimulus allemand. Je pense que la périphérie va très très bien. Je pense que l'Italie, l'Espagne, ils sont en train de tirer sur les prêts Next Gen EU. Et il y en a encore à prendre. Voilà, il y en a encore à prendre. Ça va se déployer. Donc, je pense que l'Europe peut un peu surprendre, un peu à la hausse, alors qu'il y a un nouveau... Voilà, les émergents, je suis moins confiant pour l'année prochaine. Le dollar pourrait être un détracteur de performance. Une hausse du dollar pourrait être un détracteur de performance. Ouais, ça peut limiter. Parce qu'il y a aussi un point qui a quand même aidé aussi les actions américaines cette année en relatif.
c'est le fait que la baisse du dollar était aussi favorable à des entreprises qui sont très exposées sur l'étranger. Voilà, donc ça leur augmente leur profit mécaniquement. D'ailleurs, c'est un point qui a été à la défaveur de l'Europe, je trouve, depuis cet été. En fait, l'Europe avait très très bien commencé l'année. On avait commencé avec une surperformance. Puis on a eu les tarifs et la baisse du dollar. Voilà, et là, l'euro a commencé à s'apprécier. Là, la thématique, c'est de dire, ah non, mais attends, mais si l'euro s'apprécie de 10%, je vais pas avoir les mêmes projections de résultats, et donc ça avait un peu calmé les choses. Voilà. Bon, c'est le point que vous souleviez tout à l'heure. Le dollar, la vue de Myria, et pas que le dollar va continuer de reperdre 10% comme ça tous les 6 mois. Alors, on est assez agnostique sur le dollar. On est assez agnostique puisqu'on a des indices de référence contre-valorisés en euros, mais pas couverts. Et puis, ce qu'on se dit fondamentalement, c'est que si vous achetez des actions américaines, vous les achetez en dollars et dans votre portefeuille. Donc, ça n'a pas vraiment de sens de couvrir le risque. Moi, j'aime bien... Sur les actions, non. Oui, effectivement. Voilà. C'est contre nature de couvrir le risque de change sur des actions. Sur des actions. Alors après, on peut avoir le débat sur les taux, évidemment. Les taux, oui. Mais sur les actions, c'est vrai, en plus, le dollar est quand même un vrai outil d'assurance de portefeuille, puisque généralement, c'est quand même une valeur refuge qui vous permet de vous protéger en cas de baisse violente des marchés. Sur le dollar, on voit bien que c'est quand même assez stabilisé depuis, et c'est stabilisé depuis qu'on a une vision assez claire sur où est le taux terminal de la Fed. Je pense que si on fait un sondage, on va tous tourner autour de 3% en 2026. À quel rythme on y va, etc. Ça, c'est le débat, mais personne ne sera à 2 et personne ne sera à 8. Donc en fait, le dollar, en fait, c'est idiot, mais depuis qu'on... Mais d'où la baisse de volatilité sur les taux, d'où la stabilisation du dollar et même la petite reprise du dollar sur ces derniers mois. Exactement. Alors après, le Japon, moi je suis vraiment pas spécialiste. Ce que j'observe, c'est que autant c'est vrai que c'est assez cadré face au dollar, autant face à un actif risqué comme l'euro, la baisse du yen est quand même très impressionnante. Le yen est au plus bas contre euro ever. Fou. Alors, c'est vraiment fou et ça n'en finit pas de se dégrader. Donc je comprends l'idée d'avoir de l'inflation importée, mais économiquement, j'ai quand même vraiment du mal à voir ce que ça fait. Je vois pas bien pourquoi la Banque du Japon voudrait avoir de l'inflation importée plutôt que de l'inflation, on va dire, générée domestiquement. Parce qu'ils arrivent peut-être pas, ils sont peut-être pas sûrs que l'inflation endogène va tenir et va rester, j'en sais rien. Oui, mais justement, d'où cette espèce d'énigme sur la politique monétaire japonaise qui viserait à contrecarrer une inflation importée tout en bénéficiant d'un yen très bas sur les exportations et donc son effet favorable sur l'économie. Ça, j'avoue que... Après, si je peux me permettre d'intervenir, moi, je pense que quand même, il y a un lien, parce que la grosse inflation importée, c'est l'énergie. À part ça, sinon, il y a un peu sur l'alimentaire, mais sinon, c'est quand même une grosse zone exportatrice, le Japon. Donc, en fait, je pense que dans l'idée de la Banque du Japon, c'est de se dire, si je déprécie beaucoup le yen, je vais avoir un tel avantage compétitif que je vais créer plein d'emplois, je vais mettre de la stimulation domestique. C'est ça que moi, j'ai en tête. Mais des emplois envers qui ? C'est ça mon problème, c'est que le Japon, on peut pas dire que ce soit une croissance de la population stratosphérique. Alors, raison de plus pour avoir encore plus d'inflation salariale, parce qu'il n'y aura plus personne pour un embaucher. Quand il n'en restera plus qu'un à travailler. C'est ça. Donc, à long terme, la stratégie économique est un peu difficile à appréhender. Chacun fait avec ses contraintes. Il nous reste 5 minutes, petit tour de table sur les vues maison de chacune de vos maisons pour 2026. Là, qu'est-ce qu'on a envie de privilégier dans des allocations globales, diversifiées en l'occurrence, et comment on se diversifie quand de plus en plus de classes actives sont quand même corrélées entre elles. On a même vu l'or à un moment corrélé aux actions, puisque le retail s'est emparé de la spéculation, y compris sur l'or. Alors effectivement, la décorrélation des classes d'actifs, c'est vraiment très compliqué. Heureusement, les indices, en tout cas les marchés boursiers, on voit quand même que les secteurs sont quand même très décorrélés entre eux. Donc on privilégie toujours alors c'est pas de la diversification, mais de la diversification dans les indices, avec plutôt des paris d'allocation plutôt que de sélection. Et c'est vrai qu'on aime bien dans la construction de nos portefeuilles fonds de fonds des gestions passives qui permettent d'être exposées sur tous les secteurs. C'est vrai que... ou alors
de l'actif, mais véritablement sur tous les secteurs. C'est extrêmement compliqué d'être absent d'un secteur Vous comme disiez. ouais, l'énergie ou la technologie ou la santé. On voit bien qu'il y a des mouvements de rotation sectorielle qui sont trop forts pour être absent de chacun des secteurs. On privilégie toujours chez Myria Asset Management les actions développées. Ça, c'est avec toujours une préférence pour l'Europe parce que les attentes sont tellement dégradées que, en fait, on voit qu'il y a vraiment des poches de hausse. Les banques, c'est toujours pas repricé. L'économie dans son ensemble n'est pas véritablement repricée. On est toujours vraiment très lent. On peut avoir finalement pas mal de surprises à la hausse sur des tout petits mouvements, en tout cas plutôt de surprises à la hausse que des surprises à la baisse, un peu comme le PIB qu'on a affiché en France. Donc ça, on aime beaucoup. Sur les taux, on aime beaucoup tout ce qu'il y a du portage. Donc émergent. D'accord. Beaucoup. Là, on aura fait les meilleurs perfs en devises dures émergents dans le monde obligataire. C'est là où on fait les meilleurs perfs cette année. Et c'est vrai que les spreads sont serrés, mais par contre, les taux absolus sont vraiment hauts. Donc, on aime beaucoup le portage. Et force est de constater qu'il faut vraiment bien démarrer l'année parce que généralement, les mois de janvier, la performance du mois de janvier est assez proche de la performance de l'année. Ça marche en 2025, ça marche. Faut pas être absent le 2 janvier, quoi. L'effet. Alors on va voir. On a des surprises, mais franchement, il faut vraiment le mois de janvier est assez clé. Andrew, chez AXA IM, au sein de BNP Paribas Group, équilibre des portefeuilles et comment on se diversifie aujourd'hui? Oui. Alors, on ne va pas se diversifier sur les choses qui sont diversifiantes, mais juste parce qu'ils existent dans un autre monde. Ça, c'est les cryptos, ce n'est pas notre métier. On reste fondamentalement convaincu par la croissance américaine, par l'investissement dans l'infrastructure côté IT. Donc, clairement, on est sur Nasdaq. On est fort sur les utilités contre l'énergie. Le prix de l'énergie, je crois que ça va continuer à baisser. Encore quelque chose qui cherche à faire l'administration de Trump. On est moins convaincu par les consumer staples. Encore cette casse et ça va pas se résoudre tout de suite. Et je ne vois pas dans $2,000 pour chaque foyer, ça va résoudre ce problème-là. Je crois que le parti court de la courbe européen est une bonne assurance. Ça ne coûte rien d'en garder. On peut avoir un changement d'état d'esprit, mais j'espère que pas, parce qu'en fait, nos autres investissements sur l'Europe et sur les banques, ça marche très bien depuis quelques temps. Et on voit en Europe beaucoup de largesse, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie. En Espagne, ils n'ont pas besoin d'aide extérieure, ça marche très bien. On a en perspective peut-être un petit positif sur l'agression en Ukraine. Si ça s'est résolu, les prix de l'énergie vont baisser davantage. Ouais. On a des niveaux d'épargne records dans les ménages, surtout en France. Quelque part, il faut que ça... il faut que ça sorte. Oui, il faut que ça sorte. Mais bon, le problème, c'est que ça sort pas et ça continue de s'empiler même plutôt. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans la partie vieillissante de la population qui ont quelques d'autres soucis avec la politique fiscale à venir. On verra, budgétaire et autres. Mais ce que j'espère, c'est que le dollar va rester sous pression par une croissance en Europe qui va raffermer les accélérer un peu, ouais. Et que ailleurs, donc les dernières choses par ailleurs, on a ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a investi sur la tech en Chine et la Chine en général. Il y a aussi et ça diversifie par rapport à la tech américaine. Il n'y a pas une corrélation trop forte entre la tech chinoise et la tech américaine. Déjà en valorisation, déjà en comportement, on a vu l'effet de diversification. Voilà. Donc, je crois que c'est là où on est aujourd'hui, assez clair.
Est-ce qu'on peut se résumer en 45 secondes, Pierre-Olivier sur... Non, mais bon, je suis plutôt d'accord aussi avec, pour le coup, ce qui a été dit. Donc voilà, non, je dirais juste garder de l'or dans le portefeuille. Ah oui, toujours là, on n'en a pas parlé. Oui, il y en a encore pour 6 mois, à mon avis. Ah oui. Ouais, les 6 prochains mois vont être forts, à mon avis. D'accord, oui, donc ça peut 4005, on peut aller largement... Ouais, je pense que ça se fait là, un peu comme disait Pierre. L'argent, l'or n'a pas rebattu de record. Enfin, on est sur les niveaux records de l'or, mais oui, l'argent bat record après... Oui, après, bon, je me méfie toujours. Argent, platinium, palladium, c'est quand même très corrélé. Après, c'est du beaucoup de bêta. Alors, t'entends, il y en a qui est en retard, l'autre rattrape. Mais enfin bon, ceux qui chopent les... Le leader, c'est l'or, quoi. Ouais, je pense que c'est quand même... tout est corrélé à peu près, alors. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre-Olivier Béfi, Boussard et Gavaudan, Andrew Etherington, AXA IM, intégré à BNP Paribas Group, et Pierre Bismuth, Myria Asset Management.